rédacteur en chef de Uzbek et Erika, ce magnifique journal que vous pouvez trouver dans les kiosques. C'est un trimestriel. Et votre baseline, c'est le magazine qui explore le futur. Alors, on a vu un peu l'histoire de ce magazine. On a vu un des sujets phares pour explorer le futur qui est la Silicon Valley. Mais j'aimerais aller encore un peu plus loin et embarquer pour le cosmos. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la conquête de l'espace est un grand horizon du futur, peu connu du grand public, encore que tout le monde se rappelle de l'atterrissage, enfin de l'alunissage. L'alunissage américain, il y a déjà de nombreuses années, c'était il y a 30 ans. 69, même plus. Ouais. Plus. Ouais. Donc aujourd'hui, les Américains prévoient d'aller sur Mars, pas que les Américains d'ailleurs, il y a les Chinois, tout le monde est en train de préparer un voyage sur Mars. Et puis aussi, derrière la conquête de l'espace, il y a l'inverse. Il y a la question... est-ce que l'on ne va pas être envahi par des extraterrestres? C'est-à-dire que le regard qu'on jette sur l'espace nous renvoie aussi à la question y a-t-il de la vie par ailleurs? Bon, alors sur les milliards de soleils, il est fort probable, même si on réfléchit en termes purement statistiques, qu'il existe des formes de vie intelligentes. Ouais. Par contre, elles sont très lointaines. Alors, j'ai lu un magnifique article que vous aviez fait sur le fait que certains pensent établir le contact par la transmission de pensée. C'est ça aussi? J'ai bien compris, parce que j'étais un peu étonné. Oui. Bah, il y a eu énormément de techniques développées depuis 40 ans pour essayer d'entrer en contact avec les extraterrestres. On a envoyé des disques avec des chansons des Beatles, on a... essayer d'attraper des ondes sonores. Ah oui, il y a eu un énorme programme pour essayer d'écouter SETI. Voilà. Ouais. On n'arrive pas en fait à concevoir, en tant qu'humain, on n'arrive pas à concevoir une forme de vie intelligente autre que ressemblant à un humain ou à un animal. Ou, voilà, on a ce prisme-là qui est un peu... déformant en fait, et c'est très difficile de concevoir une forme de vie autre que avec 2 bras, 2 jambes, peut-être des poils ou de la peau. Mais la probabilité, effectivement, vu le nombre d'exoplanètes qui existent dans notre système, mais aussi dans d'autres galaxies, elle est énorme. Qu'il y ait une forme de vie intelligente à voir, elle est énorme. Mais c'est vertigineux, c'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive à identifier toutes ces exoplanètes. Ce qui est complètement nouveau, parce qu'avant, on n'avait pas les moyens d'observation. Pour s'y rendre, c'est très compliqué. Et déjà, pour aller sur Mars, le voyage dure plusieurs mois, et il faut partir au bon moment pour ne mettre que 9 mois. Donc, imaginez sur des exoplanètes qui sont à des années-lumière de notre planète, c'est très, très compliqué. Ce qui est intéressant sur la conquête spatiale, c'est qu'elle est sortie un petit peu de son image guerre froide. Finalement, ça a longtemps été l'Est contre l'Ouest, la course à l'espace, Gagarine, Armstrong. Et en fait, on est passé vraiment depuis maintenant une bonne quinzaine d'années à une conquête spatiale qui s'est privatisée. Et où en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la Silicon Valley. Les grands entrepreneurs de la tech de la Silicon Valley sont aujourd'hui les nouveaux fers de lance de la conquête spatiale. Je pense à Elon Musk, le patron de Tesla, le patron qui a créé aussi donc SpaceX, la société SpaceX, qui aujourd'hui déjà a raté quelques lancements, mais en a aussi réussi d'autres. Et il y a cette forme de privatisation des vols spatiaux qui est un phénomène très important, parce que ça coûte énormément d'argent, la conquête spatiale, et que c'est compliqué parfois de justifier les investissements qui sont mis là-dedans, on va dire l'argent fédéral. Pour les États-Unis. Ce qui n'empêche pas la NASA d'être une agence qui continue à faire des choses absolument passionnantes. Ah oui. Là, on a publié dans notre dernier numéro une galerie photo. Donc c'est un Britannique qui s'appelle Benedict Redgrove. Il a eu, depuis 5-10 ans, il a accès en fait à tous les sites de la NASA à travers les États-Unis, et donc à tout, on va dire, l'histoire, et donc l'imaginaire de la conquête spatiale depuis 50 ans. Design, etc., il y a des tenues de cosmonautes, il y a des rovers qui ont été sur Mars.
il y a des extraits, des morceaux de navettes, de la navette Atlantis. Et il fait un immense travail d'archivage photographique qui nous montre en fait 50 ans de conquête spatiale. Mais 50 ans de conquête spatiale, on a l'impression que la conquête spatiale, c'est quelque chose de vieux, d'ancien, du XXe siècle. En fait, 50 ans, c'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. On est à la préhistoire de la conquête spatiale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vivra sur d'autres planètes. Elon Musk, on est convaincu. Il pense qu'on enverra un homme sur Mars en 2030 au plus tard. Il faut préciser ce projet d'Elon Musk, parce qu'il est très intéressant. Elon Musk propose un voyage pour Mars, sans retour. Et je dois dire, je suis assez sidéré quand je suis dans la Silicon Valley, parce que il a trouvé preneur. Et en plus, à un prix assez élevé. C'est combien la place, vous vous rappelez? Je ne sais plus le prix exact, mais il y a eu un concours effectivement organisé. Il y a des milliers de personnes qui ont payé leur place pour partir sur Mars, qui étaient prêtes sans retour, et avec une probabilité non nulle de mourir dans les 15 jours. Enfin, c'est assez fascinant. Et à votre avis, quel est le ressort de ce désir d'aller sur Mars? Alors peut-être que c'est parce que la Silicon Valley, c'est déjà des pionniers qui sont venus d'Europe et qui cherchent toujours la prochaine frontière. Il y a toujours cette idée, effectivement, alors toujours plus à l'ouest, maintenant c'est désormais toujours plus dans le cosmos, il y a toujours cette idée de frontière. On parlait tout à l'heure de l'idéologie Silicon Valley, tous les mouvements libertariens cherchent un ailleurs sur Terre, qui prennent la forme d'une île ou d'une enclave. Et certains mouvements, presque comme des sectes, finalement, cherchent à créer leur petite utopie, leur petit monde sur une autre planète. Il y a aussi ce désir-là, porté par certains idéologues d'une ligne très dure et très en rupture, finalement, avec le reste du monde. Après, je pense qu'il y a aussi une part de rêve qui existe toujours, qui a toujours existé, qui est celle de la fascination. Quand on met un tout petit peu le nez dans ces sujets-là de conquête spatiale, sans être un astronome érudit, c'est absolument vertigineux. Je pense que ça fait encore rêver des générations de gamins. Travailler à la NASA, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a aussi l'idée d'être parmi les pionniers, même s'ils sont morts en chemin, d'être dans la navette qui a été la première à amener des humains sur Mars. C'est quelque chose moi, à titre personnel, je n'irai pas. Mais je comprends que ça fasse rêver certains, d'un point de vue presque enfantin. C'est une manière, pour reprendre nos sujets, c'est une manière de participer à un écosystème innovant extraordinaire. Parce que finalement, je ne sais pas si moi-même j'ai envie d'aller sur Mars, mais en tout cas, j'ai envie d'acheter une place pour faire partie de cet écosystème, comprendre comment ça fonctionne, voir le process de recherche associé, les problèmes psychologiques que ça va créer, etc. C'est fascinant. De cohabitation, en fait, d'être humain dans un espace clos. On voit déjà ce qui se passe avec l'ISS, la Station spatiale internationale. C'est très compliqué, en fait, de vivre dans ces espaces-là. Il y a aussi, je pense, qui va se développer, à défaut d'aller sur Mars, c'est le tourisme spatial. On peut déjà faire des vols suborbitaux, Virgin Galactic, créé par Richard Branson, qui est la branche espace en fait de Virgin. Mais il y a aussi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a développé Blue Origins, qui se positionne sur le tourisme et aussi sur l'exploitation minière des astéroïdes. Oui, c'est-à-dire que l'espace est aussi un immense... il y a des écosystèmes, il y a des ressources en fait, dans l'espace. Voilà, il y a des astéroïdes où il y a des formes minières qui sont rares en France et qui sont abondantes en fait sur les astéroïdes. On pourrait tout à fait aller dans le scénario, je pense, à l'échelle de 10, 20 ans, d'une forme de tourisme spatial. Je ne vais pas dire cheap, gratuit, abordable, parce que ça ne se passera pas comme ça. Ça sera un billet qui coûtera très cher, il faudra un entraînement, des conditions physiques extrêmement rigoureuses pour prendre part à un vol. Mais quand même une forme de démocratisation du tourisme spatial. Et dans le même temps, des entreprises qui peuvent se permettre de dégager du budget pour aller exploiter, on va dire, les ressources de l'espace. Ça devrait se développer, je pense, avant qu'un homme n'aille sur Mars. Ça va aller étape par étape, mais... Il ne faut pas se dire que, en fait, au tournant du siècle, au début du XXIe siècle, on se disait, bon, la conquête spatiale, c'est has-been, ça ne fait plus rêver. En fait, si. Là, on voit qu'il y a plein de projets et on n'en est qu'au tout début de l'aventure. Demain, on ira voir un diamant gros comme le Ritz. Ça, ce sera une astéroïde. Difficile à dire. Mais, et en parallèle à ça,
la recherche d'une forme de vie extraterrestre. Oui, oui. Le film Premier Contact, qui est sorti il y a quelques semaines, est assez intéressant de ce point de vue-là. Il prend l'angle du langage, c'est-à-dire est-ce qu'on sera capable de décrypter une langue qui ne serait pas cursive, qui ne serait pas telle qu'on les connaît nous. Ça, c'est intéressant. Ce serait quoi un langage extraterrestre? Par des sons, par des signes, par des symboles? Qui est capable de les identifier? Ça, c'est des perspectives absolument oui, sans compter qu'il y a cette question fascinante qui est que si ces intelligences extraterrestres sont beaucoup plus développées que les nôtres, à ce moment-là, il y a peut-être un problème de perception. C'est-à-dire que, un peu comme une abeille qui a du mal à percevoir un être humain, on est face à des formes de vie bien au-delà de nos capacités de perception ou même de compréhension. Merci beaucoup pour cet éclairage. On est parti de votre journal, de son histoire, on a parlé de la Silicon Valley et on a même exploré l'horizon de l'espace. Merci beaucoup. Et vraiment, je recommande votre journal, qui est un des journaux les plus vivants, les plus dynamiques en France aujourd'hui. Merci.